Et à 7h14, on retrouve les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Ils sont là les experts, Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlet pour l'économie, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, on commence avec vous et EDF qui va massivement investir dans le nucléaire. Exactement, puisque EDF doit récupérer cette année quelques 6 milliards d'euros en vendant plusieurs filiales en France et à l'étranger. Et à quoi va servir cet argent ? Eh bien, prioritairement, en grande majorité, à investir massivement, vous l'avez dit, dans le nucléaire. Mais Voilà. attendez, on sort de la COP21. La priorité d'EDF, c'est pas d'investir dans les énergies propres, le solaire, l'éolien. Non, ça reste le nucléaire. Oui, on oublie qu'à côté du solaire et de l'éolien, comme vous dites, il est toujours prévu, que l'électricité soit assurée chez nous à plus de 50% par le nucléaire. Et ça, d'ailleurs, c'est l'objet d'un consensus droite-gauche. Plus personne ne conteste le fait que le nucléaire doit rester la première ressource d'électricité chez nous. Or, on a un énorme problème, c'est que nous avons 58 réacteurs nucléaires en France qui vont les uns après les autres s'éteindre tous d'ici 2050. Déjà qu'on prolonge à chaque fois leur durée de vie, mais à la par rapport à ce qui fin, était prévu ils vont bien initialement. mourir. Et donc, il faut 58 58 réacteurs. Oui, la Je crois France qu'il y est avait le... 4 ou 5. Non, il y en a 58. Alors, dans une centrale, il peut y avoir plusieurs... Ça, c'est en Angleterre qu'il y en a 4 ou 5. Ah oui, je confonds. Alors, donc 58 réacteurs qu'il va falloir remplacer. Eh bien, c'est pour ça que EDF dit qu'il faut continuer d'investir dans l'EPR, qui est le réacteur de nouvelle génération qu'on essaye de construire à Flamanville. Bon, ça prend du retard. Du coup, que va-t-on faire pour se faire la main et être encore plus performant avec cet EPR ? On va aller le construire chez vous, en Grande-Bretagne. On va en construire 2 pour se faire la main. Et donc ça va coûter très cher, ça va coûter des milliards. Et puis, deuxième problème, qui fabrique le PR ? C'est Areva. Areva qui va très mal. Donc, EDF a évidemment besoin d'un Areva en pleine forme, puisque c'est lui qui doit remplacer notre parc nucléaire. Donc, que va faire EDF ? Il va racheter Areva. Et ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, vous voyez, EDF va racheter Areva. Oui, ils vont prendre donc 1,3 milliard pour prendre la moitié d'Areva pour qu'on ait un Areva en forme qui puisse assurer la pérennité du nucléaire en France, puisque à côté du solaire et de l'éolien, eh bien, on considère que le nucléaire nous apporte de l'électricité stable, de l'électricité à un prix compétitif et de l'électricité qui n'émet pas de CO2. Ça veut dire que les factures d'électricité des Français vont augmenter puisqu'il va falloir investir dans tous ces chantiers. Oui, d'ailleurs, il vous a EDF, calmé, là, vous Antonin faites la André, com hein. d'EDF, oui. Non, je fais pas la com d'EDF. Ah bah non, au contraire, si la facture augmente. Ça c'est le grand argument du patron d'EDF qui va voir le gouvernement et dit il faut absolument qu'on relève les tarifs. Je vous rappelle que j'ai 58 réacteurs qui arrivent en fin de vie qu'il va falloir remplacer. Ça va coûter de l'argent, comme vous le Plus il paye, dites. plus il est content. Axel de Tarlet, il est curieux ce garçon. Alex Taylor, on va en Grande-Bretagne, chez vous, donc où il y a ce référendum qui s'annonce sur le Brexit, la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et le Premier ministre David Cameron vient de décider que ses propres ministres dans son gouvernement pourront mener campagne contre lui. Ils feront ce qu'ils voudront. Oui, c'est de plus en plus ce qu'on appelle en anglais car crash politics, la politique façon accident de voiture au ralenti qu'on regarde. Une fois, donc je vous résume, les négociations bouclées avec les partenaires européens, en principe février, ses propres ministres pourront, et oui, faire campagne pour le oui ou pour le non avant le référendum, en principe donc en juin. Ça veut dire quoi exactement ? Attendez, le référendum aura lieu en juin, là, dans 6 mois ? On pense. Ah oui, oui, non, ça se précise quand même. Oui, ça se précise. Alors, pendant quelques mois, jusqu'en juin, donc, tous ces ministres vont s'engueuler sur les plateaux de télévision. Je suis, moi, assez vieux pour me souvenir, dans les années 70, lors du dernier référendum britannique sur le sujet, le Premier ministre de l'époque, Harold Wilson, de gauche, lui, avait pris la même décision. Et après le vote, son parti a totalement implosé, après toutes les engueulades, laissant la voie ouverte à, vous savez qui ? Margaret Thatcher. Voilà, gagné. Il se rattrape un peu, Axel de Tarlet. Il est de cette époque-là, lui aussi. Bah oui. Il y a quand même un sondage ce matin qui dit que 54% des Britanniques sont pour une sortie de l'Union européenne, Ouais, pour le c'est de plus en Brexit. plus, mais leur presse est tellement europhobe, c'est pas étonnant. Et les ministres, alors ils se positionnent comment ? Il y en a beaucoup qui sont contre Cameron ? Le problème, pour le moment, on ne sait pas trop, parce que jusque-là, ils étaient obligés de se taire. Le problème aussi, c'est que parmi les adversaires, il y a ce qu'on appelle des big beasts, les grands fauves du parti. Celui des affaires étrangères n'est pas franchement très euro-friendly. La ministre de l'Intérieur non plus. Puis le turbulent maire de Londres, c'est celui avec tous les cheveux dans tous les sens, n'attend qu'une chose, c'est remplacer son ami David. Boris Johnson, c'est ça. Voilà. Ouais. La grande tragédie, c'est que dans le fond, Cameron ne voulait même pas de ce référendum. Il avait promis pour amadouer sa moitié europhobe en pensant qu'il n'aurait pas la majorité absolue en mai dernier. Manque de peau ? Il a eu. Il a
en revanche, pour terminer, une chance énorme, c'est que l'opposition travailliste, c'est pire encore. 3 porte-paroles ont démissionné du cabinet fantôme, rien que cette semaine sur un tout autre problème. Alors, c'est vraiment du car crash de chaque côté de l'autoroute qui mène inexorablement, vous venez de le dire, direction Brexit. Direction Brexit. Mais Cameron, on sait ce qu'il veut exactement. Il est pour, il est contre, il veut sortir, il veut rester. Il veut la paix avec son propre parti. La moitié de son parti est pour, la moitié de son parti Il veut est rester contre. dans l'Union, lui. Il va militer pour Et l'Union. c'est pas franchement un très grand partisan de l'Europe, mais il veut pas partir de l'Union européenne parce que ce serait terrible pour sa réputation d'être le Premier ministre qui a fait partir le Royaume-Uni de l'Union européenne. La politique, c'est compliqué en Grande-Bretagne. C'est pas toujours plus simple chez nous, Antonin André, avec la déchéance de nationalité. 16 novembre dernier, devant le Congrès, le chef de l'État annonce l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux. Gauche et droite applaudissent, debout, le chef de l'État. 16 novembre, 7 janvier, quasiment 2 mois de feuilleton ininterrompu. Et il est complètement impossible de savoir aujourd'hui si cette déchéance sera adoptée et sous quelle forme. Ouais, c'est un fiasco. C'est simple, on dirait du Fédo. On a les portes qui claquent, on a les éclats de voix, on a les choses trappes. Sauf que c'est pas du Fédo, c'est du Hollande et ça dure depuis le 16 novembre. Alors je vais pas vous refaire tous les épisodes, je vais pas vous refaire Christiane Taubira qui le mardi explique que la déchéance de nationalité est abandonnée et qui se prend le mur le mercredi parce que le président dit non, la déchéance de nationalité sera bien appliquée. Avec un dernier rebondissement, c'est les petits génies du PS, vous savez, qui proposent de faire des apatrides en externant la déchéance de nationalité. Aux Français, Manuel Valls vient de rejeter il a dit cette non idée fermement absurde. hier soir sur BFM TV. On n'imagine pas la France aller dans les conventions internationales dire je suis une grande démocratie, mais je vais créer des apatrides. Vous imaginez l'image. Bon, alors, en principe, ce ne sont pas les sondages qui font la politique. N'empêche que 80%, plus de 80% des Français sont favorables à la mesure de déchéance de nationalité. On n'imagine pas que la majorité de gauche fasse échouer cette réforme constitutionnelle qui est une réponse forte et qui doit rester une réponse forte au terrorisme avant tout, non ? Thomas, vous qui êtes un homme lettré, qui aimait l'Académie française, vous connaissez Jean Dutour. Oui. Il avait écrit un ouvrage qui s'appelait « La gauche la plus bête du monde ». Les socialistes sont un peu tentés de rajouter un chapitre. Figurez-vous que certains d'entre eux, notamment Benoît Hamon, donc pas des moindres, imaginent, tenez-vous bien, de déposer à l'occasion de ce projet de loi constitutionnelle un amendement pour instaurer le droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors évidemment, c'est du sabotage pur et simple parce que la droite jamais ne voterait un tel amendement, donc la réforme constitutionnelle serait enterrée. C'était une promesse du candidat Hollande qui l'avait enterré lui-même. Qui n'a rien à voir avec la menace terroriste à laquelle on fait face et qui, ce projet de loi s'y consacre. Cet amendement va être présenté, ça va faire du bruit médiatique, ça va faire un nouvel épisode, beaucoup de bruit pour rien. Et il sera rejeté au final, tout de même. Mais vous voyez que les socialistes ont quand même de la suite dans les idées absurdes. Bon, au final, donc, Antonin, la réforme constitutionnelle avec la déchéance a des chances de passer. La droite a dit qu'elle la voterait avec quelques demandes, pas vraiment des conditions d'ailleurs. Oui, parce qu'aucun candidat à la présidentielle, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, n'ont intérêt à faire échouer le projet de loi. Imaginez qu'ils fassent l'échec de ce projet de loi et qu'il y ait des attentats là, dans les jours qui viennent. L'état pour l'opinion serait désastreux. Et la ça classe vaut politique aussi... sort pas très grandi tout ça quand même. Et ça vaudrait aussi pour la majorité. Les Français attendent des réponses et on les voit s'écharper depuis 2 mois sur un feuilleton dont personne ne comprend rien. Alors, à l'arrivée, il y aura un texte à minima avec une déchéance de nationalité, d'ailleurs sans préciser à quel type de Français particulier ça s'applique. Mais mesurez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le point d'arrivée, c'est le mois d'avril. C'est-à-dire que le Congrès se réunira pour voter cette réforme au mois d'avril. Donc ça nous laisse encore 3-4 mois. Donc ça veut dire que la saga continue. On n'est pas dans le Star Wars, là on est vraiment dans le sous-Dallas. Et d'ici là, l'Union nationale aura des croix sur la carlingue. Et puis surtout, l'impact de la riposte, qui devait être forte et rapide, sera très largement entamé. Et puis entre-temps, on aura la polémique, faut-il prolonger ou non l'état d'urgence qui arrive à son terme le 26 février. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. On va innover tout de suite avec la Corée du Nord. Anne Le Gall, on parle ce matin des technologies qui permettent de repérer et d'évaluer des explosions nucléaires à distance, même quand elles sont clandestines. Et c'est là qu'on fait le lien avec l'explosion qui a eu lieu en Corée du Nord hier. Voilà, d'ailleurs, ces explosions ne peuvent plus vraiment rester clandestines puisque notre planète est sous surveillance, sous monitoring continu grâce à plus de 300 stations de mesure spécifiques. Alors, ce sont des antennes, des paraboles, des boîtiers situés un peu partout dans le monde. Il y a même 11 stations installées sous les mers et les océans. Et ce système de surveillance qui est coordonné par l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, donc une structure basée à Vienne qui n'est pas encore officiellement opérationnelle, mais qui fonctionne à 80%. Et ce système permet de détecter toute activité nucléaire anormale dans le monde. Ils surveillent quoi ces capteurs pour pouvoir détecter des activités nucléaires à distance ? Alors, ils mesurent d'abord des ondes sismiques et des ondes
hydroacoustique. Ça veut dire que ce sont des vibrations et des sons particuliers qui circulent sous terre et sous mer en cas d'explosion nucléaire. Ces vibrations circulent très très vite dans le sol et les océans, donc une explosion peut être repérée en quelques minutes, quasi instantanément. Et d'ailleurs, ça a été le cas avec la Corée du Nord. Il y a des sismologues chinois et américains qui avaient eu une petite suspicion d'activité anormale avant que la Corée ne se prononce. Et ensuite, en cas d'explosion nucléaire dans l'atmosphère, eh bien, les capteurs repèrent cette fois des infrasons, des ondes sonores basse fréquence inaudibles pour l'homme, qui peuvent être le signe d'une explosion atomique. Alors ça peut être aussi le signe du décollage d'une fusée ou d'une éruption volcanique, mais les capteurs font la différence. Et ensuite, il y a aussi la surveillance de particules nucléaires radioactives anormales dans l'atmosphère. Et toutes ces données sont transmises en temps réel par un système satellite. Et donc, la Terre est sous surveillance continue. Bref, c'est comme dans Les Experts, tout finit par se savoir. C'est Au ça. final, absolument. Allez, à demain matin les amis. À demain.